qu'avec tous ces accords de Mercosur, tout devient plus clair que l'Union européenne est en train de détruire la France, l'agriculture, l'industrie, tout. Si on peut pas gérer sa monnaie, on est un peu comme un enfant. Les enfants, ils ont pas le droit d'avoir une carte bleue, un compte bancaire. La France est un peu un enfant dans l'Union européenne. Ça va détruire les éleveurs français. Donc, ça va être un problème absolument gigantesque et ça fait qu'on aura des choses extrêmement malsaines dans l'assiette. Donc, tout le monde est perdant. Pour s'en sortir, il faut arrêter de casser les jambes de ceux qui ont envie d'avancer et qui ont de l'espoir et qui portent quelque chose. Et il faut tous, en fait, apporter notre pierre à l'édifice. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Je reçois aujourd'hui Philippe Murer. Bonjour Philippe. Bonjour Kate, merci pour l'invitation. Merci surtout à vous d'être là aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes économiste, essayiste, fondateur du mouvement politique citoyen, un mouvement souverainiste un mouvement que vous avez fondé aux côtés d'Olivier Piacentini et Laurent Henninger. Vous êtes également l'auteur, entre autres, des livres Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et sortir du capitalisme du désastre. Alors ensemble, nous allons parler de la situation économique de la France, mais également des solutions que vous proposez, notamment à travers la création de ce mouvement politique. Alors que la dette publique de la France s'élève à plus de 3 200 milliards d'euros, alors que le gouvernement annonce devoir faire un effort de plus de 60 milliards d'euros, alors que la récession semble s'installer dans le pays. Voici ce que nous dit l'INSEE pour un point de conjoncture, ce qu'ils appellent un point de conjoncture du 9 septembre. Je vous lis rapidement, c'est ce qui est publié sur leur site, et je vous laisserai commenter. Vous me direz ce que vous en pensez. Voici ce qu'ils disent. Au printemps 2024, l'économie française a continué de croître sur un rythme modéré, plus 0,2%, porté par le commerce extérieur et les dépenses publiques. Parallèlement, l'investissement privé se replie et la consommation peine à redémarrer malgré les gains de pouvoir d'achat permis par la désinflation. D'ici la fin de l'année, la consommation des ménages reprendrait un peu d'élan et leurs dépenses immobilières cesseraient de baisser après 3 années de repli continu. À l'inverse, les entreprises continueraient de freiner leurs investissements. Dans ce contexte, la croissance française, soutenue ponctuellement par les Jeux olympiques et paralympiques à l'été, resterait modeste d'ici décembre et s'établirait à plus 1,1% sur l'ensemble de l'année 2024. Est-ce que ce point est honnête, Philippe? Ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand on fait... Moi, je travaille les chiffres et les statistiques sur le moyen terme et j'ai des tableaux Excel sur ces sujets. En fait, non, c'est pas très honnête et ça représente pas la réalité. La réalité, c'est la croissance en France, elle est de 0,5% par an depuis 4 ans, complètement arrêtée. La réalité, d'ailleurs, c'est aussi que la dépense, le PIB allemand est encore plus arrêté, c'est quasiment 0% depuis 4 ans et même depuis 7 ans. Et que toute l'Europe est affectée par un vrai problème de croissance. La France ayant le problème de croissance et le problème de dette publique et de déficit budgétaire, de déficit public élevé dont on va parler. Là où je les trouve très optimiste, c'est que on voit tous les signes d'une récession qui démarre avec des plans sociaux qui arrivent, alors que la croissance était déjà faible. Et vu que on va couper le gouvernement va couper fortement dans les dépenses publiques et monter les impôts, forcément, ça amène des coupes dans le PIB et donc une récession qui est quasiment certaine, à part éléments extérieurs difficiles à pondérer. Alors, ce qui est stupéfiant tout de même, c'est qu'on nous rappelle ces Jeux olympiques et soi-disant une petite croissance. Il faut tout de même rappeler les dépenses que le gouvernement a engagées pour ces Jeux olympiques, estimées entre 12 à 15 milliards d'euros. Et pour l'instant, on ne sait pas quels sont les gains. On n'arrive pas à estimer finalement quels sont les gains qui seront très minimes face à cette dépense. C'est tout à fait juste, alors que cette dépense aurait dû apporter pas mal de croissance à la France, hein. Mais on ne sait pas quels sont les gains, mais on ne sait pas quels sont les gains des dépenses publiques du gouvernement, puisque le gouvernement a pas mal dépensé en baisse d'impôts des entreprises depuis 2017. La politique de Macron, c'est quoi? Je vais peut-être choquer des gens, mais ça a été une baisse des impôts très importante, de 40 milliards d'euros en termes de baisse de cotisation sociale des entreprises, baisse de l'impôt sur les bénéfices, baisse de l'impôt sur les plus-values, fin de l'exit tax, fin de l'impôt sur la fortune pour tout ce qui est valeur mobilière. Et en fait, tout cet argent qui a été mis n'a pas fonctionné puisque de toute manière, on n'a pas eu de croissance, premier point. Et deuxième point, que les entreprises à qui c'était destiné, finalement, se retrouvent avec un taux de faillite qu'on n'a jamais vu depuis 20 ans.
Donc on voit que c'est un échec complet. Et qu'il y a un énorme problème dans la gestion économique du pays, mais c'est pas seulement Macron. En fait, c'est plus loin que ça. C'est l'Union européenne qui impose la politique économique de la France sur pratiquement tous les sujets, à part hausse et baisse d'impôts et dépenses publiques, mais sur tous les autres sujets. Et c'est ça qui nous plombe et qui fait que l'économie française et européenne sont complètement plombées. Alors dans ce petit point, on nous parle aussi de commerce extérieur, d'une croissance qui a été portée par le commerce extérieur. On rappelle quelques chiffres. Le déficit commercial français est de 8,3 milliards d'euros au mois de septembre. Sur 12 mois, le déficit s'étend sur 82,5 milliards d'euros. C'est un déficit qui provient, et vous me dites si j'ai tort ou pas, surtout de la baisse de nos exportations. Oui, ça provient du fait qu'on exporte de moins en moins par rapport à ce qu'on importe. Sous Macron, on était à 60 milliards d'euros quand il est arrivé au pouvoir. On est monté à, je crois, 150 milliards d'euros, 100 milliards d'euros. Là, ça baisse un petit peu parce qu'il y a une récession. Enfin, il y a plus de croissance, il y a plus de consommation en France, mais on n'exporte pas. Et ça montre le deuxième mensonge, qui est un mensonge absolument gigantesque de Macron, qui a été repris par tous les médias. C'est-à-dire qu'en fait, la France serait en voie de réindustrialisation. Bruno Le Maire, le fameux Bruno Le Maire, avait même dit pour l'élection de Macron de 2022 que on était proche des 30 glorieuses, et sur l'industrie et sur le plein emploi. Or, quand on regarde les chiffres que donne l'INSEE et que donne Eurostat, eh bien, on voit que l'industrie française, sa production a baissé de 7% sous Macron. Donc là, on voit qu'on a des mensonges partout, partout, puisque on ne peut pas le voir. De la même manière sur l'emploi, Macron se félicite et pratiquement d'avoir fait baisser le chômage à des niveaux gigantesques. Ce qu'ils ne vous disent pas et que les télévisions ne vous disent pas, malheureusement, c'est qu'ils ne vous donnent pas des statistiques, ils vous donnent des sondages. Quand on parle du taux de chômage de l'INSEE, c'est un sondage. Et d'ailleurs, un sondage tellement peu fiable que son plus bas, c'est au pire moment pour l'économie française quand tout avait été fermé en juin 2020. Et là, ils n'ont pas osé le chanter, que le chômage était au plus bas, parce que tout le monde comprenait que ça n'avait pas de sens. C'est un sondage, et un sondage, c'est manipulable selon les questions que vous posez. Et il y a beaucoup de questions dans ce sondage. Quand on regarde les chiffres en dur, en fait, on a 5,2 millions de demandeurs d'emploi en catégorie ABC, alors qu'on en avait 3 millions en 2008. Macron a juste arrêté la hausse du chômage à très haut niveau. Il n'y a absolument pas de plein emploi. On est dans un chômage de masse. On est dans une désindustrialisation de masse, un appauvrissement de masse. Alors sur le chômage, justement, on a quand même un taux qui est annoncé, qui est officiel de 7,4% quand même au mois de septembre. C'est énorme. C'est énorme. Et certains économistes... En fait, c'est un chiffre qui est absolument pas fiable. C'est-à-dire que c'est le sondage de l'INSEE. Oui, vous pensez en fait, celui qu'il faut prendre, si vous voulez calculer à la rigueur un taux de chômage, vous prenez au minimum les 5,2 millions de chômeurs en catégorie ABC, parce que ça, c'est des gens qui sont inscrits avec des papiers, des preuves, et vous le divisez par le nombre de personnes qui sont en emploi, 26 millions. Là, vous arrivez plutôt à 20% de taux de chômage. C'est ça qu'on obtient. Donc, ce taux de chômage de 7% est complètement déconnecté de la réalité. Faut même plus en parler, le prendre, parce que c'est un sondage et qui divise par 2 ou 3 ce que vivent réellement les gens. Et là, on a eu une intoxication médiatico-macronique à nous faire croire qu'on était proche du plein emploi, que les gens étaient des feignants et qu'ils voulaient pas travailler. On en est très loin. Et si je me permets, je vais vous dire, par exemple, toute cette histoire sur les restaurants. Les restaurants à Paris sont obligés d'embaucher des immigrés illégaux parce que les gens veulent pas travailler. Vous savez, un chef de service à Paris, en restaurant, moi j'en connais certains qui gagnent 1 900 € par mois. 1 900 € par mois pour vivre à Paris. Quand une chambre de bonne, ça vous coûte entre 600 et 700 €. Donc vous pouvez vivre dans une chambre de bonne. Ou alors vous éloignez de 40 km de votre travail avec 1h30 aller-retour, enfin 1h30 aller, 1h30 retour. Qu'est-ce que vous faites dans la journée quand le restaurant est fermé, puisqu'il y a une pause au milieu de plusieurs heures. Donc c'est des conditions de travail très difficiles et c'est pour ça que on n'arrive pas à trouver de l'emploi, par exemple dans la restauration à Paris, ou difficilement, parce que effectivement les salaires sont sous-payés. Et comme les patrons de restaurants, un certain nombre prennent des immigrés illégaux, ça écrase effectivement les salaires et ça contribue à ce qu'il y ait de moins en moins de personnes qui puissent aller travailler en vivant décemment à Paris. Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que notamment dans le domaine de la restauration, les conditions de travail sont assez particulières et difficiles parce qu'on ne compte pas ses heures. Pour ceux qui savent ou peut-être ceux qui ont déjà travaillé dans la restauration,
quelqu'un qui travaille dans la restauration ne fait pas 35 ou 37 heures. C'est faux. Et en même temps, ce que vous soulevez, c'est le problème des salaires. Donc, quand on est chef d'entreprise, et là, on va empiéter sur les entreprises en France. Quand on est chef d'entreprise, c'est difficile de payer son employé dignement parce qu'on a des charges qui nous tombent dessus. Enfin, il y a tout un système en fait qui n'aide pas finalement les entrepreneurs en France. Alors, c'est vrai et faux. C'est-à-dire qu'en fait, les charges sont plus hautes en France que dans les autres pays européens, mais la protection était meilleure. Maintenant que les services dysfonctionnent à cause de la caste et qu'on paye beaucoup pour pas grand-chose, c'est vrai que ça perd de son sens. Mais la France a toujours eu une meilleure protection sociale, une meilleure protection des gens, avec des taux d'impôt très légèrement plus élevés. Alors, je vois les graphiques depuis 60 ans de ces statistiques, mais elles s'en sortaient très bien sous le général de Gaulle et après. Et pourtant, les impôts étaient plus élevés qu'ailleurs. Mais on arrivait à avoir un système économique qui marchait exactement bien. Ce qu'il faut arrêter d'essayer de faire, c'est de copier les anglo-saxons pour leur système économique, ou parfois les Allemands, parfois les Américains. Il faut juste faire un modèle français au niveau économique qui permet de s'adapter à la mentalité française, à la culture française. Et ça, c'était vraiment le modèle gaulliste en était l'incarnation même. Moi, c'est le modèle que je porte et qui veut dire qu'on favorise à la fois les entrepreneurs et les salariés. Parce que si on baisse les charges sociales, ce qu'on appelle les charges sociales, les cotisations sociales, la retraite, elle sera plus tard, elle sera plus petite et la santé, vous serez très peu assuré pour la santé et vous risquerez de mourir quand vous allez dans un hôpital. Donc, c'est tout le problème. Le problème, c'est que il y a plus de croissance. C'est ça le problème clé. Faut pas regarder les chiffres comme une photo, faut regarder la dynamique. Il y a plus de croissance, on n'arrive plus à avoir de croissance à cause du libre-échange qui crée de la désindustrialisation. On le voit sur l'agriculture qui est quasiment en état de mort cérébrale, on a l'impression, c'est ce que nous disent les agriculteurs. Et tant qu'on sera là-dedans, eh bien, la protection sociale reculera, les budgets seront coupés et la France déclinera et même s'effondrera. C'est ce qu'on a fait en Grèce de façon accélérée. Ça a été un effondrement économique absolument colossal. Ils ne s'en sont jamais remis. Je ne veux pas de ce destin-là pour la France. Alors, comment justement ne pas arriver à cette voie qu'a connue la Grèce, parce que là, visiblement, on se dirige vers ce même scénario. Tout à fait. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est que la clé de la richesse en économie, c'est l'industrie. Parce que l'industrie, c'est là où il y a des gains de productivité, où chaque salarié peut faire produire plus de biens. Et donc, ces gains de productivité, c'est ça qui crée de la richesse et qui est distribuée ensuite partout, dans l'industrie, pour les salariés de l'industrie, mais aussi des services. Et c'est ça qui engendre la croissance, les gains de productivité de l'industrie. Or, on a le libre-échange de l'Union européenne avec les pays à bas salaire, le fait qu'il n'y ait aucune protection des entreprises françaises ou extrêmement faible, le fait qu'il n'y ait pas de commande publique possible pour les entreprises françaises, réservée aux entreprises françaises avec notre argent. Tout fait que on ne peut pas développer notre industrie et que même notre industrie ne va faire que se rabougrir dans ces conditions. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une croissance, de la croissance et de la prospérité si on détruit notre industrie. La preuve d'ailleurs, c'est que le pays le plus riche du monde, c'est la Suisse qui a une industrie par habitant 2 fois plus grande que la France. De la même manière, le Singapour, le Canada qui s'occupe beaucoup de son industrie sont extrêmement riches. Et tout en bas du classement, vous avez des pays qui n'ont pas d'industrie. Voilà. Donc, en fait, si vous réfléchissez, ça va même beaucoup plus loin. Le chemin vers lequel on va, c'est un chemin de tiers-mondisation. J'en parlais déjà dans Sortir du capitalisme du désastre, qui parlait d'un désastre multidimensionnel, d'ailleurs, pas qu'économique. C'est-à-dire que, en fait, si vous regardez en France, on a une dégradation de l'industrie qui est continue, industrie de plus en plus faible. En Europe aussi d'ailleurs. On a aussi des petits boulots de moins en moins bien payés, ubérisés, précarisés, plus de services publics, les services publics qui se dégradent considérablement. Et pour compenser tout ça, on fait venir du tourisme de masse. Ça s'appelle le paysage d'un pays du tiers-monde. Et c'est la destination où nous allons, je suis désolé de le dire aux Français, si nous restons dans l'Union européenne. Et c'est pour ça que je suis un énorme partisan de la sortie de l'Union européenne depuis 13 ans. 12 ou 13 ans, je me bats sur ce sujet parce que si on n'a pas la capacité de gouverner, si on n'a pas notre souveraineté, on devra subir l'Union européenne, peut-être l'accord Mercosur prochainement sur l'agriculture et donc détruire agriculture et industrie. Mais comment sortir alors de l'Union européenne? Ça, c'est la grande question. Vous n'êtes pas le seul à défendre cette idée du Frexit. Comment en sortir? Comment en sortir? Alors déjà, les données, c'est qu'on a 36% de Français, selon 2 sondages, qui sont sortis dans les médias dominants
en avril et mai, les deux sont concordants, c'est les deux seuls sondages, 36% de gens qui veulent sortir de l'Union européenne. C'est vrai que le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas aidé puisque les télévisions refusent de faire venir des gens qui veulent sortir de l'Union européenne. Ils refusent quasiment complètement. Il y a quasiment aucun souverainiste qui parle, que ce soit des politiques, mais aussi des intellectuels ou des économistes. Donc, ça n'aide pas. Mais ceci dit, on est à 36% de souverainistes et évidemment qu'avec tous ces accords de Mercosur, tout devient plus clair que l'Union européenne est en train de détruire la France, l'agriculture, l'industrie, tout. Et donc, fondamentalement, il faut passer à 50%. Déjà, quand on a 50% des majoritaires, on devrait y arriver. La caste a tout misé sur l'Union européenne. Elle a tout misé, elle a misé le sort de la France sur l'Union européenne et elle a perdu, elle a détruit la France en faisant ça. Ça aussi, ça se voit et ça se dévoile. Et les Français voient qu'ils ont une caste incapable, corrompue, quasiment digne d'une république bananière en forçant à peine le trait. Donc je pense que tout est fait pour ouvrir les yeux des Français. Les Français ouvrent les yeux petit à petit, même si la situation est vraiment très difficile. Et je pense que on va arriver à la majorité. Et maintenant, c'est aux partis politiques de travailler pour que cette majorité, en fait, elle soit canalisée pour un vote et pour gagner les élections à terme. Très clairement, c'est ça ou la mort de la France, quoi. La dissolution de la France. Parce que je finis là-dessus, mais l'Union européenne, ils sont en échec, ils le savent. Mario Draghi, l'ancien patron de la BCE, qui est un grand ponte de l'Union européenne, on lui a commandé un rapport et il dit l'économie de l'Union européenne est dans une lente agonie. Voilà. Et on peut rien faire. Alors sa solution, c'est de faire plus d'Union européenne. Comme en URSS, on disait ça va pas, il faut plus d'URSS et plus de communisme. Bon, c'est des idéologues. Mais en tout cas, il dit bien le constat qu'on est dans une lente agonie. Donc, voilà, il faut en sortir ou ça sera la mort et la dissolution de la France parce qu'ils vont, dans une fuite en avant, aller vers une Union européenne de plus en plus fédérale. Il y a plein de projets pour retirer le pouvoir de la défense à la France, de l'armée à la France, avec un commissaire à la défense. Dans la santé, c'est déjà fait. Et sur de plus en plus de sujets, ils veulent retirer des pouvoirs. Jusqu'à même, le rapport Draghi dit qu'il faut un gouvernement européen et un président européen. Il a dit, nous devons être un État. Donc, si l'Union européenne et Bruxelles, c'est l'État, c'est plus la France qui est l'État. L'État est une province d'un empire et d'un empire qui est sans avenir et en pleine chute. Et on le voit aussi que d'autres pays de l'Union européenne sont dans une situation économique très grave, comme l'Allemagne par exemple, l'Espagne aussi. Pour en revenir justement à cette sortie de l'Europe, est-ce qu'on peut encore faire confiance à nos élus, à nos députés, à tous ces partis politiques? Alors, on parle encore d'opposition. Moi, j'ai l'impression que le champ politique, enfin la diversité politique n'existe plus en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression que Emmanuel Macron, en arrivant en 2017, a cassé toute opposition. On a beau dire le RN, les LR, mais on voit bien que c'est un peu le même son de cloche. On l'a vu dernièrement d'ailleurs aux législatives, pour très récemment. Vous avez raison. D'ailleurs, depuis que le RN a abandonné la souveraineté nationale et la sortie de l'Union européenne, c'était au programme le référendum en 2017. Moi, j'étais dans le parti à ce moment-là, comme au cabinet de Marine Le Pen. J'étais conseiller économique de Marine Le Pen. Et j'en suis parti quand elle a décidé d'arrêter ça parce que je savais qu'elle ne pourrait plus rien faire. Elle l'avait elle-même dit aux élections présidentielles de 2017. Si je retire du projet la sortie de l'Union européenne, je ne peux rien faire du projet. La retirer du projet, elle ne peut rien faire. Elle est sans solution. On le voit, donc le RN, c'est devenu une fausse opposition, tiède, qui n'a même pas demandé d'ailleurs la démission, la démission de Macron, sa destitution, qui a laissé le gouvernement Barnier passer alors qu'elle pouvait l'empêcher de passer. Et empêcher de passer le gouvernement Barnier, c'était fondamental, puisque ça permettait de dire aux Français une chose très simple. Emmanuel Macron a voulu la dissolution, le président a voulu la dissolution de l'Assemblée. Il a en plus fait des manœuvres pour faire une espèce de faux front républicain qui aboutit à paralyser complètement l'Assemblée. Il n'y a aucun gouvernement stable et légitime qui peut sortir de cela et qui peut durer. Donc, la seule solution, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Et s'il ne le veut pas, c'est sa destitution. C'était un choix logique et un bras de fer qu'il fallait entamer sur ce sujet. Et Marine Le Pen dit maintenant qu'ils vont probablement voter contre la motion de censure quand le budget sera présenté, ce qui veut dire qu'ils vont faire tomber Barnier maintenant, ce qui est absurde. Mais pour aller plus large, vous avez raison, en fait, il y a une fausse opposition. On a l'impression que personne ne défend réellement les Français, ni le RN, ni LFI, ni la NUPES, enfin le nouveau Front Populaire, ni les LR et la Macronie, qui gouvernent ensemble comme ils ont gouverné ensemble depuis 2017. Il y a des gens des LR, les Darmanin,
les Édouard Philippe qui sont dans le gouvernement, là c'est d'autres, c'est Michel Barnier, Retailleau. Donc on est vraiment dans une fausse opposition avec une volonté de censure de la liberté d'expression qui est très manifeste sur toute une partie de l'échiquier politique, parce que la caste est complètement perdue, elle ne sait pas quoi faire pour redresser le pays, donc la seule chose qu'elle peut faire, c'est faire taire les Français. Alors pour revenir à cette loi justement, à ce projet de loi des finances publiques qui essaye d'être voté. Alors il a été rejeté là il y a quelques jours, il me semble, par les députés. Alors les principales propositions, c'est ramener le déficit à 5% du PIB d'ici fin 2025, avec, je l'ai dit en tout début d'émission, la maîtrise budgétaire de 60,6 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça dit déjà, d'une part, que les députés aient rejeté cette première proposition, en tout cas cette première partie du budget présenté Ça dit qu'en fait, quand la France n'a plus de croissance comme tout le reste de l'Europe, aller réduire le déficit budgétaire, c'est très très compliqué. Parce que ça va entraîner une récession et personne ne veut assumer cette récession et la douloureuse qui vient derrière. C'est-à-dire soit la baisse de la protection sociale, soit du chômage, soit des... C'est ce qui va se passer. C'est dans les propositions, effectivement. Voilà, donc ça, c'est tout le problème. Donc personne ne veut l'assumer parce qu'il y avait une solution. Si vous voulez, il y a une solution pour réduire le déficit budgétaire et que ça se passe bien pour les Français. C'est la solution qu'avaient pris le Canada et la Suède dans les années 95, qui avait un fort déficit budgétaire et peu de croissance. Et c'est la solution du général de Gaulle en 1958, quand il reprend les rênes de l'État. Il y a un déficit budgétaire de 5% du PIB, un peu comme maintenant. Et il arrive de façon presque sans douleur à rétablir la situation. Qu'est-ce qu'il fait? Effectivement, il fait des mesures d'austérité pour baisser les dépenses, mais d'un autre côté, il relance la croissance en faisant une forte dévaluation du franc. Et ça permet de compenser et d'avoir un petit peu de croissance et de réduire très fortement le déficit budgétaire. Là, comme ils ne veulent pas dévaluer le franc, parce que la France n'a pas eu le courage, que les gouvernements français n'ont pas eu le courage, et que même les Français, pour le moment, n'ont pas eu ce courage, ils l'auront à l'avenir, eh bien, on se retrouve complètement coincé. On ne peut pas dévaluer notre monnaie pour avoir un effet très positif sur les exportations et négatif sur les importations pour relancer donc la croissance pendant qu'on fait des baisses de dépenses. Donc c'est une catastrophe et personne ne veut assumer ce budget. Mais alors comment dévaluer notre monnaie puisqu'on fait partie de l'euro? On n'a plus de francs, on est en zone euro. Là, c'est impossible en zone euro de dévaluer la monnaie, parce qu'il faudra en discuter avec les Allemands qui veulent une monnaie forte et qui tiennent quand même la BCE, et puis beaucoup d'autres pays qui sont dans la même position. Donc, il n'y a aucune possibilité. La seule possibilité, c'est de dire, on sort de l'euro, ce qui est la chose la plus simple du monde. Il y a eu 50 unions monétaires qui sont défaites dans les 100 dernières années. Eh bien, il faut faire la même chose. Vous votez les lois pour sortir de l'euro, ça prend 15 jours pour les écrire. Vous fermez les banques et le lundi matin, vous dites aux banques de transformer le sigle F, E pour euro, en F. Donc, votre compte bancaire, s'il est à 1000 euros en positif, il deviendra à 1000 francs en positif. Vos dettes, si elles sont de 100 000 euros, elles deviendront de 100 000 francs. 1 euro égale 1 franc. C'est la base de parité qui sera retenue pour pas compliquer la vie des gens. Les dettes de l'État français, elles bougent pas. Il n'y a rien qui bouge. Simplement, vous devenez libre. Vous devenez souverain. Vous devenez, en fait, un adulte, un pays qui a le droit de gérer sa monnaie. Voilà, parce que si on peut pas gérer sa monnaie, on est un peu comme un enfant. Les enfants, ils ont pas le droit d'avoir une carte bleue, un compte bancaire. La France est un peu un enfant dans l'Union européenne. Et donc, elle n'est pas libre, elle n'est pas souveraine et elle peut pas faire grand chose. Ça donne des marges de manœuvre considérables, mais surtout la liberté. La liberté au pays et au peuple de reprendre le contrôle de son destin. C'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai effectivement cette impression-là qu'on veut faire de nous tous, en fait, les citoyens français, des enfants, et ça fait quelques années, en fait, qu'on nous demande plus notre avis et que cette liberté, n'existe plus forcément. Donc, va falloir qu'on trouve tous le courage, en fait, de retrouver cette liberté. Ça va être compliqué parce que je ne pense pas que déjà le chef de l'État ait cette envie profonde de quitter l'Europe, ça c'est certain. Un mot juste pour nos spectateurs parce que pour connaître les chiffres de cette dette et les détails, il y a un site internet qui est très intéressant, c'est l'horloge de la dette publique. Et là, vous voyez en temps réel
horloge de la dette publique.com, vous voyez en temps réel tous les chiffres qui défilent, la dette publique, la dette par habitant, la dette en pourcentage du PIB, la dette de la sécurité sociale, vraiment. Donc j'invite vraiment les spectateurs aussi, c'est ça aussi notre rôle, c'est d'aller nous renseigner, d'aller voir aussi. On a tous les outils à notre portée, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et voir ces chiffres vraiment colossaux, j'ai envie de dire. Je me permets. En fait, il faut pas trop avoir peur. C'est pas bien que c'est une mauvaise chose que nos gouvernements fassent de la dette publique, évidemment. Mais on peut la gérer. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple historique. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France est détruite, les usines ont été détruites, soit parce que les biens d'équipement ont été transférés en Allemagne, soit parce que il y a eu aussi beaucoup de bombardements américains. Donc, le pays est détruit et ruiné. La dette publique, c'est 210% du PIB en 1945. Que fait le général de Gaulle à ce moment-là qui est au pouvoir et que font les gouvernements qui le suivent? Est-ce qu'ils font des grands plans d'austérité et ils détruisent la croissance un peu plus avec l'incapacité de se reconstruire? Non, ils font pas ça. En fait, ils mènent toute une politique publique tout à fait intelligente de relance de la croissance intelligente. Ils créent même la sécurité sociale et ils arrivent à avoir de la croissance et la dette publique qui baisse à 7% du PIB en 1973. En 25 ans, on baisse complètement, on passe d'un pays très endetté, 200% du PIB, à un pays désendetté. Donc en fait, on sait faire. Si on le veut, on sait le faire pour baisser la dette publique sans tuer les entreprises en leur augmentant les impôts ou détruisant la consommation et sans tuer les ménages en leur augmentant aussi les impôts ou en leur détruisant toute protection sociale. On sait le faire en tant qu'économiste. Mais il faut reprendre les méthodes du passé, il faut réfléchir à ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on a fait de bien, comment on l'a fait et il faut l'adapter à notre siècle. Un mot sur cette grogne des agriculteurs qui reprend. Emmanuel Macron qui est en visite, alors là il est au Brésil, mais juste avant il était en Argentine et à sa descente d'avion, il déclare que la crise actuelle des agriculteurs n'a rien à voir avec le Mercosur et que il ajoute sans l'Europe, on n'a pas de modèle agricole. Je le cite. Ah, celle-là, je l'avais pas vue. Sans l'Europe, on n'a pas de modèle agricole. En tout cas, c'est sûr qu'avec l'Europe, qui est là, qui gère le modèle agricole depuis 30 ans, on voit que ça a ruiné les agriculteurs français au point ils disent, on n'a plus rien à perdre parce qu'on est en train de mourir. C'est quand même le cri de ralliement des agriculteurs. Le deuxième point qui est intéressant sur le discours de Macron, donc c'est la première phrase que vous disiez, c'est le Mercosur n'a pas détruit l'agriculture puisqu'il n'existe pas encore. Ça, c'est du Macron pur sucre. Oui, mais tous les autres accords de libre-échange, les 77 autres accords de libre-échange qu'a signé l'Union européenne, dont la Nouvelle-Zélande et le Chili en début d'année, eux, ils existent. Et c'est eux qui rendent les prix bas et qui font que les agriculteurs n'arrivent plus à vivre et ont des comptes d'exploitation très souvent négatifs cette année. Donc, on voit toute la mauvaise foi de Macron. Il prétend se battre sur le Mercosur, mais je vais vous dire, un président ou un premier ministre sérieux qui se bat contre le Mercosur, il fait une chose très simple. Il dit, je mets mon droit de veto sur l'accord Mercosur. La France met son droit de veto. Alors évidemment que l'Union européenne va ruser. Elle va scinder l'accord en deux parties. Commerce, sur lequel il n'y a pas de droit de veto possible, et investissement. Et vous imaginez bien que si le Premier ministre annonce que la France met son droit de veto, que l'Union européenne, 2 jours plus tard, ruse en scindant l'accord en deux et le fait passer quand même, ça serait un tollé dans l'opinion publique française. Et la Commission européenne ne pourrait pas le faire décemment, tellement ce serait un acte grave et un acte d'attaque contre le peuple français et les agriculteurs français. Donc, il y a des moyens de se faire respecter quand même un minimum, de sauver les meubles en ce moment sur le Mercosur. Le gouvernement Macron et Barnier n'ont pas ce courage. Ils essaient de négocier à Bruxelles pour que Bruxelles ne scinde pas l'accord en deux. Ils essayent de trouver quelques pays avec la France pour refuser le Mercosur. Il faut bien comprendre qu'il y a pour le moment 23 pays sur 27, plus de 23 pays sur 27 qui sont d'accord pour le Mercosur, d'accord pour le libre-échange, donc d'accord pour plus de désindustrialisation et de problèmes sur l'agriculture. Vous voyez, donc on a un problème majeur, c'est cette idéologie européenne, et nos partenaires européens sont pour le libre-échange. C'est une folie, c'est une erreur, puisque tout le monde entier va vers la démondialisation économique. La Chine, les BRICS, et surtout les États-Unis, avec Trump au pouvoir qui va mettre des droits de douane, vont vers la démondialisation économique. Et nous, comme des idiots, comme les dindons de la farce, nous devrons faire plus de libre-échange, plus de mondialisation économique. Ça sera évidemment un désastre, et il faut avoir le courage de l'assumer. Alors, premier point, lorsque Emmanuel Macron ajoute « nous continuerons de nous opposer au traité »,
Est-ce qu'on peut le croire ou pas, ou c'est une manière de gagner du temps? Finalement, on a bien vu que Michel Barnier s'est rendu en entretien avec Ursula von der Leyen. On a bien compris, en voyant sa tête et en voyant son discours en sortie de réunion, qui n'a pas eu gain de cause en fait. On ne sait même pas ce qui s'est dit à huis clos finalement. Donc, qu'en pensez en fait? Il y a quelques rumeurs, hein. Enfin pas des rumeurs, c'est les journaux comme, je crois que c'est Euractiv, le journal européen, qui dit que Ursula von der Leyen n'est absolument pas convaincue, qu'il faut absolument passer cet accord, et c'est ce que veut la Commission européenne. Le problème, c'est qu'il manque de poigne, Barnier. Il manque de conviction, mais c'est un européiste, c'est quelqu'un qui a réécrit le traité de Lisbonne contre le vote des Français. Il est pro-Union européenne à fond, comme quasiment tout le personnel politique qui siège à l'Assemblée nationale. Et donc, il s'y oppose, mais il veut pas choquer. Or là, il faut choquer l'Union européenne. Il faut lui dire non, vous ne passerez pas sur notre corps, parce que la Commission européenne essaye de passer sur notre corps, et les Allemands, de l'autre côté, tonnent et disent nous voulons le Mercosur, nous voulons le libre-échange pour vendre des bagnoles allemandes contre l'agriculture française. Et donc, il faut avoir au moins ce poids-là au minimum. Ça résoudra pas tous nos problèmes, mais déjà, ne pas faire le Mercosur, ça serait une excellente idée. Et je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. C'est possible, mais c'est extrêmement tangent. C'est plutôt relativement improbable, mais c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle grogne des agriculteurs? Est-ce que vous pensez que ça pourra être un nouveau mouvement des Gilets jaunes, ou qui sera encore une fois avorté dans l'œuf? Je ne sais pas, ça dépend. En tout cas, il va falloir qu'il fasse un bras de fer extrêmement fort, parce que si Bruno Retailleau n'a pas réussi à faire la tolérance zéro contre les criminels, il a dit qu'il allait faire la tolérance zéro contre les agriculteurs. Ce que je trouve quand même franchement choquant. Franchement choquant, quand il y a une partie de la population, en plus ceux qui nous nourrissent, qui disent qu'ils n'arrivent plus à vivre décemment de leur métier, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, ne leur faire aucune proposition à part des propositions dilatoires pour gagner du temps, comme ils ont fait en mars, c'est franchement extrêmement choquant. Cet accord Mercosur, ça sera vraiment enterrer le modèle agricole français. Ça serait la fin de la souveraineté alimentaire. Ça serait des risques très importants pour les Français, parce qu'en fait, eh bien, on aura de moins en moins de produits qu'on consomme, de produits alimentaires qui viennent de France, et de plus en plus de l'étranger. Donc vous imaginez, s'il y a une crise et que le monde devient un peu chaotique, il y a une crise imprévue, ça va devenir compliqué de nourrir les Français. Ou alors ça va être très cher, et donc pour les Français, ils vont pas s'en sortir. Donc c'est vraiment extrêmement grave. L'accord avec le Mercosur, c'est quoi? C'est de dire que le Brésil, qui déforeste l'Amazonie pour planter du soja et nourrir ses bœufs, ses élevages de bœufs, le Brésil qui en fait produit dans des fermes absolument immenses de 100 fois plus grandes de la volaille, qui produit sans qu'ils aient accès au pâturage du bœuf, qui est nourri au soja de la forêt déforestée. Voilà, ce Brésil-là va nous vendre des produits en plus qui sont faits avec des activateurs de croissance. Les animaux mangent des activateurs de croissance, et c'est ça, ces produits qu'on va nous vendre. Ces produits sont souvent 2 fois moins chers que les produits français, mais d'une qualité très négative et fait dans des conditions vraiment exécrables. Ça va détruire les éleveurs français, donc ça va être un problème absolument gigantesque, et ça fait qu'on aura des choses extrêmement malsaines dans l'assiette. Donc tout le monde est perdant sur cet accord. Tout le monde est perdant, et c'est absolument scandaleux de ne pas y être complètement opposé et que l'Union européenne veuille signer ça, quoi. C'est de l'idéologie, c'est de l'idéologie du libre-échange. Le commerce, c'est la paix, la prospérité. Bon, bah, c'est ça, c'est les 2 mantras de l'Union européenne. Le commerce a apporté plutôt de l'appauvrissement que de la prospérité, on le voit clairement, et il n'apporte même pas la paix. Ben c'est justement une info qui est tombée hier, mais on le savait déjà, que le bœuf brésilien est nourri aux hormones. Donc c'est ce qu'on va retrouver effectivement dans nos assiettes. Franchement, j'espère que les agriculteurs vont le faire céder. Ils savent que c'est ça ou la mort d'une grande partie des fermes. Hein. On a déjà perdu 100 000 sur 400 000 en l'espace de 10 ans. Ça sera une hécatombe. J'ai un agriculteur qui m'a expliqué qu'il y aurait 100 à 200 000 fermes qui vont fermer de plus dans les 10 prochaines années. Donc ça serait vraiment une bérésina. Donc ils ont tout à perdre. J'espère qu'ils vont faire les actions extrêmement fermes pour forcer le gouvernement. Il faut vraiment forcer le gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas envie de se battre pour les agriculteurs. Il a Bruxelles en face, et il cédera toujours à Bruxelles plutôt qu'à nos agriculteurs. Il faut un plan Marshall d'ailleurs à court terme pour les sauver. C'est-à-dire qu'il faut mettre plusieurs milliards d'euros. Au lieu de balancer des milliards d'euros pour la guerre en Ukraine et ailleurs, eh bien, donnons-les aux agriculteurs, sinon les fermes vont fermer très rapidement. Et il faut rejeter le Mercosur. Et pour vraiment sauver les agriculteurs français, de toute façon, c'est la sortie de l'Union européenne. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, parce que sinon, eh bien, ça va continuer à dégénérer, décliner progressivement de plus en plus vite.
Alors, vous qui avez créé le mouvement politique citoyen, un mouvement souverainiste, la souveraineté alimentaire, forcément, elle est au cœur de vos préoccupations. On va parler de ce mouvement. Vous allez nous dire les solutions que vous proposez, ce que vous proposez. Je vais dire les 4 points que vous avez mis sur votre site internet, si vous êtes d'accord. Donc, il y a un socle commun de l'association. Le premier point, c'est la souveraineté de la nation, pour que le gouvernement ait la capacité de décider, d'agir et de changer radicalement les choses. Le deuxième point, c'est le rétablissement de la souveraineté populaire, avec notamment le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Le troisième point, la perpétuation de la France, la défense de la culture française, la maîtrise des flux d'immigration, une politique d'assimilation. Et le quatrième point, la France est une puissance d'équilibre qui cherche toujours à préserver la paix. On est en plein dans l'actualité avec ce socle commun, j'ai envie de dire. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, sur les 3 derniers items, on est dans 80% des Français. 80% des Français veulent que la France soit une puissance de paix et d'équilibre. C'est ce qu'elle a toujours été dans les siècles, et c'est son ADN. La deuxième chose, maîtrise des flux d'immigration, ça, on a aussi 80% des Français. Et le RIC et la souveraineté populaire, on a 80% des Français, puisque les Français sentent bien qu'ils sont trahis par leurs représentants et que la démocratie représentative a failli. Il y a une seule chose qu'on est obligé de mettre, qui est fondamentale, c'est la souveraineté nationale et la sortie de l'Union européenne, parce que sans ça, rien n'est possible. Et là, on n'a que 36% des gens qui sont dedans. Donc, mais ce qui est important de toute manière, c'est de se battre avec les éléments résistants de la société française au départ. C'est d'aller chercher l'électorat dans l'électorat résistant qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui veut redresser le pays. Le reste viendra naturellement. Donc ça c'est la base. Et en fait, pourquoi on a créé ce socle, c'est pour avoir des gens raisonnables. Parce que vouloir continuer d'accueillir des 500 000 immigrés par an, c'est absurde. Hein. On voit bien que c'est en train de disloquer la société française. Vouloir qu'il n'y ait pas de souveraineté populaire ou que la France devienne une puissance de guerre, c'est complètement absurde. Donc on veut des gens relativement raisonnables, qui ont un projet et une vision pour la France qui soit à peu près commune pour pouvoir travailler ensemble. Quelles sont les échéances que vous vous mettez en ligne de conduite? Est-ce que vous visez les municipales, vous visez les élections présidentielles, pardon? Alors, le premier étage de la fusée, ce qui est fondamental, c'est de donner aux citoyens français un projet pour sauver le pays dans tous les domaines. Parce qu'on a une crise multidimensionnelle sur l'enseignement, sur l'économie, sur le social, sur l'insécurité, enfin une crise dans tous les domaines. Donc, ce qu'on fait, notre façon de fonctionner, c'est quoi? On a confondé à 3 personnes ce parti. Maintenant, on essaye de rassembler, et on rassemble dans le parti énormément de personnalités souverainistes et de citoyens souverainistes. Donc, on a rassemblé 3 policiers, par exemple, dans la commission police, pour voir comment, pour trouver les solutions pour arrêter l'insécurité. On a 3 anciens policiers, Alexandre Langlois, François Dubois, un ancien gendarme. Alexandre Langlois, il est bien connu, ancien policier. Et le 3e, Laurent Cassio-Horry, qui est extrêmement connu. Et c'est comme ça dans toutes les commissions concrètes. En commission réforme des institutions, on va parler du RIC et d'autres choses. Moralisation de la vie publique, comment on fait concrètement, quoi. Mandat, pas de casier judiciaire pour les élus, toutes ces choses-là, on va en débattre. On a Paul-Antoine Martin. Et dans toutes les commissions, en Bernard Cron en commission santé, etc., etc. Donc, avec ces gens-là, on va créer un projet dans chaque domaine. Ensuite, on va agréger ce projet. On va le faire voter par les adhérents. C'est les adhérents qui décideront si le projet il est valable et il leur convient. Et ensuite, le but, le premier étage de la fusée, la fin, c'est, je pense en juin prochain, c'est de publier un livre des citoyens français pour sauver la France, de 50 pages, qui coûtera 2 €, qui sera gratuit en PDF pour qu'il soit le plus viral possible. Et il y aura des solutions, 3 pages sur l'éducation pour dire, voilà, c'est quoi les solutions pour l'éducation? Pour arrêter le pas de vague, par exemple, dans les établissements, pour rétablir les disciplines, pour arrêter le pédagogisme et toutes les solutions pour redresser le pays dans tous les domaines de façon extrêmement claire, qui saute aux yeux des citoyens français. Les citoyens français se disent, le bon sens, il est là, les solutions, elles sont là, et donc d'entraîner un mouvement de masse. Voilà. Et au fur et à mesure, on rassemble des citoyens souverainistes. Et le but ensuite, le deuxième étage, c'est de se transformer en parti politique parfaitement normal, démocratique, élection des citoyens, des dirigeants, de la direction, des organes de direction. Et là, on se lance pour les élections. Donc là, si je comprends bien, c'est d'aller à la rencontre, de faire des consultations un peu citoyennes. Vous créez des commissions avec des experts, on peut dire. Aller à la rencontre des...
Pardon? Et des citoyens, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit c'est des experts qui nous joignent et qui nous rejoignent, mais il y a aussi dans toutes ces commissions des citoyens qui nous ont envoyé des notes parce qu'ils veulent redresser des enseignants, qui veulent redresser l'éducation de l'enseignement, qui ont pas mal de bonnes idées. On a sélectionné et les meilleurs sont allés en commission. Donc en fait, c'est un mélange des deux, d'experts et de citoyens qui sont des gens tout à fait résistants. De toute manière, les experts dont on parle, c'est quoi sinon des citoyens qui sont levés en disant je ne supporte plus que la santé publique soit détruite, comme Bernard Cron de Colère Noire pour Blouse Blanche, vous voyez, et pareil pour Alexandre Langlois et tous les autres policiers, les géopoliticiens. Voilà, c'est ça le but. Et on va à la rencontre des gens. Ils pourront voter donc pour le programme, donc voilà, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'engouement pour ce parti. De toute manière, si on est résigné, il y a une atmosphère parfois de résignation en fait en France, qui est assez inquiétante et contre lequel il faut lutter, parce que la résignation et le désespoir, c'est la défaite. Et alors c'est assez marrant parce qu'en fait, les gens vous disent non mais je suis pas résigné, mais c'est les autres qui sont résignés. Non, mais il faut arrêter ce petit jeu-là. Je veux dire, pour s'en sortir, il faut arrêter de casser les jambes de ceux qui ont envie d'avancer et qui ont de l'espoir et qui portent quelque chose. Et il faut tous en fait apporter notre pierre à l'édifice. Je veux dire, la France se redressera quand beaucoup de citoyens français, la majorité, auront compris qu'en fait, c'est à eux d'apporter la pierre à l'édifice pour redresser ce pays. Et qu'en fait, il ne faut rien attendre des partis de l'Assemblée nationale que vous regardez à la télévision, qu'on vous sert à la télévision, et que c'est eux qui doivent apporter leur pierre. Voilà. C'est là où on pourra redresser. C'est là-dessus qu'on se bat. Je pense qu'on commence à y arriver. Et il y a de l'espoir pour le pays. Il y a de l'espoir. La caste, elle est finie. La caste, tout le monde voit que son bilan est catastrophique dans tous les domaines. Tout le monde voit qu'elle est corrompue. Tout le monde voit qu'elle s'en fout des citoyens français, en fait, clairement. Il y a toujours de l'argent pour l'extérieur, mais il n'y a jamais de l'argent pour les Français. Tout le monde le voit. Donc maintenant, il s'agit d'agir, d'action. Et donc, c'est ça qu'on propose, c'est nous rassembler dans un parti commun. Qu'est-ce qui différencie justement votre démarche à celle d'Étienne Chouard qui prône, lui, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne? Étienne Chouard, il n'a pas créé un parti, quoi, en fait, dessus. Il n'a pas créé un parti. Il dit qu'il faut un RIC constituant et que ça va être une baguette magique qui va tout régler. Moi, je pense qu'il faut prendre le pouvoir pour instaurer le RIC, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on fait un parti politique. Parce que pour instaurer des mesures nouvelles, une démocratie plus directe avec des citoyens qui pourront faire, par exemple, 4 référendums d'initiative par an, pas plus. On n'en veut pas un toutes les semaines, sinon ça sera insupportable. Mais 4 par an, avec les 4 qui arrivent en tête, eh bien évidemment que c'est très important. Vous voyez, on serait jamais rentré dans l'Union européenne ou on s'en serait sorti très vite. Il y aura un référendum sur l'Union européenne, ça serait comme en 2005, probablement qu'il serait gagné à 55-60%. Donc c'est un outil formidable pour les citoyens. Puis c'est un outil face à tous les dangers qu'on a aussi, parce qu'il y a des dangers qui sont assez effrayants, qui sont la surveillance généralisée, qui est permis par les technologies quand on les utilise mal. Eh bien ça, je pense qu'il faut donner cet outil aux citoyens pour que s'ils sont surveillés par des gens qui prennent le pouvoir, par le référendum d'initiative citoyenne qui s'applique, automatiquement, les dirigeants doivent arrêter les mesures de surveillance, par exemple, qu'ils ont prises. Sauf s'ils veulent casser le lien avec le peuple et trahir la Constitution. Mais normalement, on a des pouvoirs, des contre-pouvoirs qui permettent de faire ça. Donc ça, c'est fondamental. Le RIC, c'est aussi un moyen de dire aux Français, votre voix compte, votre avis compte, et on vous écoute. Et ça redonne envie aussi aux gens de faire de la politique. Ça casse tout le cercle vicieux. Donc, c'est fondamental. Connaissez-vous Thierry Casasnovas, Philippe? Alors, j'ai vu qu'il créait un parti, donc c'est son compte oui, Twitter. C'est ça. À l'heure où on enregistre, il a fait cette annonce donc hier. Il crée son parti politique, son mouvement citoyen, qui s'appelle Les Vivants. Alors, j'ai pas compris parce que son compte Twitter, il y a marqué spécialiste du jus de carotte. Donc, franchement, je connais pas spécialement la personne. Je la connaissais pas. Il est naturopathe. Il est naturopathe. Il est expert en nutrition, mais il est surtout taxé d'être le gourou du crudivorisme. Alors, il est, bien sûr, c'est le complotiste, celui qui est suivi par la Mivilude. D'accord. Et donc il vient d'annoncer. Donc j'écoutais un petit peu parce qu'il a fait une interview ce matin. J'écoutais un petit peu. C'est pareil, il prône le RIC, pareil. Il veut mettre le vivant au cœur de nos sociétés. Donc c'est retrouver sa souveraineté alimentaire. Voilà en gros ce qui prône. Ce qui nécessite d'ailleurs de retrouver la souveraineté nationale. Donc c'est intéressant de voir. Sur le personnage parce que je le connais pas, quoi, du tout. Vraiment, c'est un homme qui a débarqué.
C'est surtout intéressant de voir que finalement, peut-être que ce sera pas le dernier à créer son mouvement citoyen. Moi, j'ai l'impression, c'est comme s'il y a un nouvel élan peut-être parce que vous, finalement, le mouvement que vous avez créé, il date de juin 2024, c'est ça? Ou je Oui, me trompe? tout à fait. Oui, c'est ça? Oui, fin juin, début juillet 2024. Donc peut-être que ça va donner un nouvel élan à d'autres et puis que au final, on verra ce qui se passera. Mais peut-être qu'au final, il y aura peut-être une entente ou quelque chose, une cohésion, je sais pas. De toute manière, nous, on appelle très clairement au rassemblement de toutes les forces qui ont des idées suffisamment proches, quoi, en fait. Tous ceux qui défendent la souveraineté nationale populaire, de se rassembler, ça me semble fondamental. D'ailleurs, s'il y avait une union même, moi j'ai essayé de faire l'union des partis souverainistes dans un parti commun pendant 5 ans, j'y suis pas parvenu. Mais si Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan discutaient et on pouvait faire un parti commun en rassemblant tout le monde, moi je trouve que c'est formidable parce qu'on irait plus vite, tout simplement. On irait plus vite. Donc moi je signe dès demain. Je pense qu'il faut effectivement rassembler les forces dans des partis communs, fusionner les partis si on a à peu près les mêmes idées, et si c'est possible, en laissant surtout, il y a un truc fondamental, c'est que chacun ait sa place au bon niveau, quoi. Voilà. Si les gens ont beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de la compétence, il faut les faire monter parce que c'est comme ça qu'on crée des équipes et des équipes performantes, quoi. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, Philippe? On n'a pas le choix que d'être optimiste parce qu'on sait que si on n'est pas optimiste, la caste va dérouiller le peuple français. On va avoir un effondrement de la France qui est pas seulement économique et social, qui est aussi même pour moi civilisationnel. Donc on n'a pas le choix que d'être optimiste pour changer les choses parce que l'avenir c'est pas ce qui va nous arriver, c'est ce que nous allons faire, quoi. C'est ce que nous allons faire. C'est fondamental de partir, de sortir du fatalisme, de la résignation, du désespoir qui amène rien. C'est au contraire l'optimisme, les projets, l'action qui vont nous permettre de redémarrer la France, quoi. La France était par terre en 1940. De Gaulle l'a sauvée. Je suis pas le nouveau De Gaulle, mais en tout cas, j'adore lire les mémoires du général De Gaulle ou c'était De Gaulle le perfide. Je les ai relus déjà 2 fois parce que il y a toujours un moment où la France, quand elle tombe dans le gouffre, elle peut être relevée. Et ça, c'est fondamental de la relever et de savoir comment on peut la relever. Moi, je pense que il faut retrouver les invariants français, si vous voulez. Ce que souhaite le peuple français, il y a une chose commune, c'est retrouver les invariants français. On sent bien qu'on a perdu nos racines, qu'on a bougé beaucoup trop rapidement, on a beaucoup trop dérivé par rapport à ce que nous sommes fondamentalement. Il y a un besoin de retour aux racines, parce que les racines, c'est un besoin fondamental de l'être humain, quoi. Et je dis pas que les racines ne bougent pas, que les Français sont les mêmes qu'il y a 400 ans. Il y a des évolutions, mais lentes des identités des racines, et c'est fondamental de retrouver qui nous sommes pour savoir où nous voulons aller ensemble. En tout cas, nos racines et nos valeurs, c'est très important. Voilà, c'est bien de le rappeler. En tout cas, on suivra de très près votre mouvement politique citoyen et l'avenir, voilà. Et puis, vous reviendrez quand vous voulez pour en parler. L'antenne sera toujours là pour vous. Avec grand plaisir et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Philippe Murer, d'avoir été notre invité. Merci. Merci.